Bonjour Patrick Chamoiseau. Bienvenue sur IRQ Télévision. Vous avez récemment écrit un ouvrage intitulé Le Conteur, la nuit et le panier. Que raconte cet ouvrage? Alors, Le Conteur, la nuit et le panier est un ouvrage qui essaye d'explorer ce que je pourrais appeler ma boîte à outils esthétique. Lorsqu'on est un créateur, il y a toujours une boîte à outils, c'est-à-dire un ensemble de principes esthétiques qu'il mobilise pour lui permettre de créer et pour moi d'écrire. Et lorsque j'ai commencé à explorer cette boîte à outils, je l'ai fait parce qu'on avait proposé une chaire de créativité à Sciences Po à Paris, je me suis dit que plutôt que de faire un atelier d'écriture, etc., l'idée serait plutôt de leur dire quelle est mon esthétique, c'est-à-dire avec quelle boîte à outils j'écris. Et lorsque j'ai plongé moi-même dans ma boîte à outils, j'ai trouvé tout naturellement le père de la littérature antillaise, en tout cas celui qui est pour moi le père de la littérature antillaise, qui est le conteur créole. Donc, dans cet ouvrage, j'analyse un petit peu la situation très particulière de ce personnage, cet esclave, qui, au XVIIe siècle, dans la nuit, au moment où la nuit tombe, au moment d'une veillée mortuaire. Pourquoi? Parce que les veillées mortuaires étaient autorisées par le maître. Il permettait aux esclaves de se réunir autour de mort. Donc, les esclaves devaient passer toute la nuit là, et pour qu'ils ne partent pas, on faisait appel à un conteur. Donc, à un moment donné, un esclave ordinaire va quitter l'assistance et va rentrer dans le cercle des flambeaux. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cet esclave ordinaire, qui n'a rien de particulièrement singulier, va se transformer en géant de la parole. C'est-à-dire que pendant des heures et des heures, il va tenir toute l'assistance et amener toute l'assistance à rester auprès du mort jusqu'au lever du jour. Et je me suis aperçu que ce conteur-là avait aussi une boîte à outils, c'est-à-dire il avait des principes esthétiques et que ces principes esthétiques étaient d'une très très grande modernité. Et que si on essayait de comprendre par quel mystère un esclave cessait d'être esclave pour devenir un résistant par la parole, il fallait rentrer dans son art oratoire, ce que je fais dans ce livre. S'agit-il d'une autobiographie? Alors, il y a les deux. Il y a à la fois ma propre trajectoire en tant que créateur, comment un petit négrillon à Fort-de-France qui va à la bibliothèque Schellcher, qui découvre des livres, qui recherche les livres antillais, etc., etc. Et puis, il y a le récit que je fais du conteur créole, de cet esclave qui devient un puissant créateur. Et les deux trajectoires s'en mêlent, sachant que ce que va réussir à faire le conteur, toute la stratégie narrative qu'il va mettre en œuvre, c'est une stratégie que l'on va retrouver chez Césaire, chez Glissant, chez Confiant ou chez moi-même. Donc, c'est à la fois un mélange de XVIIe siècle et XXIe siècle. Qu'est-ce qu'un conteur pour vous? Celui qui maîtrise l'aspect rhétorique et qui a donc une forme de pouvoir? Non, parce que on n'est pas dans l'art oratoire, avec toutes les techniques de rhétorique. D'ailleurs, la langue créole fait la distinction entre le conteur et les badioleurs. Les badioleurs, les bêtiseurs, les bêtiseurs, c'est les gens qui racontent des blagues. Et un badioleur, effectivement, ce serait plutôt un rhétoriqueur, c'est-à-dire quelqu'un qui parle bien ou qui raconte bien, mais qui n'est pas nécessairement un conteur. Pourquoi? Parce que fondamentalement, le conteur, il s'attaque à un ordre dominant. Dans le cas de l'esclavage, il s'attaquait à l'esclavage, il s'attaquait au colonialisme, il s'attaquait à la domination de la langue française, il s'attaquait à l'imposition de la langue créole, enfin, il s'attaquait à beaucoup de choses. Et d'une certaine manière, il permettait aux esclaves de libérer leur esprit et d'avoir une attitude beaucoup plus distanciée par rapport à la situation qui leur a été faite. Donc, ce n'est pas simplement un rhétoriqueur ou un amuseur public, c'est véritablement quelqu'un qui dispose d'une intention artistique. Parce que l'intention artistique a toujours comme finalité que de transformer notre manière de vivre et notre manière d'envisager le réel. S'il n'y a pas de transformation de l'existence de celui qui reçoit, d'élargissement de sa conscience, d'élargissement de son imaginaire, on n'est pas dans de la création artistique, on est dans des productions jolies, de la marchandise culturelle, de la rhétorique. Le lien entre le conteur et la nuit semble logique.
Mais quel est le lien avec le panier? On ne peut pas passer rapidement sur la nuit. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux conteurs, hein, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer les derniers grands contreurs de Sainte-Marie, grâce à un ami qui s'appelait Marcel Lebiel, qui présidait une association de conteurs. J'ai pu assister à des veillées primordiales, entre guillemets, enfin ce qui restait des veillées primordiales. Et très rapidement, on m'a dit que le compteur créole ne peut pas compter 2 jours, que s'il compte 2 jours, il va être transformé en panier, et qu'il était important que la parole du conte soit donnée la nuit. Et c'est là que, bon, il a fallu un petit peu bien explorer pour essayer de comprendre pourquoi il y avait cet interdit. Et bon, je raconte ça un peu dans le livre, mais fondamentalement, pourquoi le conteur choisit la nuit pour parler, c'est que lorsque la nuit tombe, la maison du maître s'efface, les champs de canne s'effacent, les outils s'effacent, toute l'habitation s'efface, et le maître, à la limite, il s'efface dans les ombres, il ne reste que la lueur des flambeaux et que la parole créatrice du conteur. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que le conteur parle au moment où la puissance esclavagiste est à son plus bas niveau d'efficience et je dirais de domination. Et ça, c'est pas rien parce que ça revient, ça nous ramène à une notion que Deleuze développe beaucoup lorsqu'il analyse des peintres contemporains. Il disait que pour un écrivain ou pour un peintre, mais pour un écrivain, lorsqu'il y a une angoisse de l'écrivain face à la page blanche, ce n'est pas parce que la page est blanche que l'écrivain ressent une espèce d'angoisse, c'est simplement parce que la page est pleine. Elle est pleine du déjà dit, du déjà vu, déjà écrit, déjà peint, déjà inventé, etc. Et tous les créateurs se retrouvent devant cette angoisse-là d'une certaine manière. Chaque fois qu'on commence à créer quelque chose, on se retrouve devant tout ce qui a déjà été créé auparavant. Et si on n'arrive pas à vider la page, c'est-à-dire à écarter tous les principes esthétiques qui sont déjà là et qui vous contraignent votre imagination, à ce moment-là, on ne produit rien d'intéressant, c'est-à-dire qu'on n'accède pas à de l'inconnu. Et ce qui va se produire, c'est que la nuit qui tombe sur la plantation va d'une certaine manière vider la page pour le conteur. S'il a compté 2 jours, s'il avait compté 2 jours, il aurait compté dans la situation où l'ordre esclavagiste est le plus puissant. Quand il compte de nuit, tout est endormi, les chiens dorment, les commandeurs sont dans leur lit. Enfin bon, l'ordre est faible, l'ordre est effacé, et à ce moment-là, comme l'ordre dominant, l'esthétique dominant, la norme du beau dominante, tout ça c'est un peu atténué, on peut essayer de faire surgir du nouveau. Donc c'est à la fois quelque chose qui fonctionne dans la plantation du XVIIe siècle, mais qui fonctionne aussi pour l'artiste contemporain. Un artiste contemporain qui se contente d'écrire ce qui lui passe par la tête, sans se préoccuper de ce qui a déjà été écrit, de ce qui existe déjà, de ce qui a déjà été ouvert, parce que lorsqu'on a une création artistique, la création artistique, c'est toujours une porte ouverte sur une nouvelle dimension du réel et de la réalité. Et quand une porte a été ouverte, c'est-à-dire Picasso a ouvert une porte, eh bien la porte est ouverte. Si vous ouvrez la même porte que Picasso, vous passez votre temps à ouvrir des portes ouvertes. Donc toute la difficulté, c'est de ne pas ouvrir des portes ouvertes, mais d'ouvrir là où c'est fermé. Donc il faut vider la page, il faut sauter dans l'inconnu, il faut sauter dans la nuit esthétique, et à partir de là, vivre ce cataclysme existentiel, cette catastrophe esthétique qui permet de produire du nouveau. Et ça, et en cela, la nuit est importante. Alors, reste le mystère du panier. Alors là, c'était vraiment très difficile. Le conteur, s'il raconte 2 jours, il est modifié en panier, il est métamorphosé en panier. Alors ça, je ne comprenais pas, parce qu'on aurait pu le transformer en plein de monstres, en cheval 3 pattes, en dorlis, en soucounia. Enfin bon, il y a beaucoup de monstres dans l'imaginaire créole. Et là, simplement un panier. Et quand je regarde les paniers sont très beaux. Toute mon enfance, dans mon enfance, il n'y avait pas encore de sachets plastiques, de casiers en plastique. Tout se transformait en panier. Donc, il y avait les grands paniers en osier et puis tous les paniers caraïbes, très beaux, les gens mettaient leurs vêtements. Enfin bon, toutes les maisons étaient remplies de paniers. Donc, le panier était universellement fonctionnel. Mais je n'ai jamais trouvé dans la culture antillaise de discrédit portant sur le panier. Et je me dis, comment, comme damnation extrême, comment on peut prendre le panier
pour punir le conteur qui accepterait de ne pas vider la page, donc de parler de jour. Et c'est là que j'ai été forcé de remonter à l'oralité primordiale. Pourquoi? Parce que la culture populaire antillaise, elle va naître dans l'oralité créole de la plantation esclavagiste, mais avant l'oralité créole de la plantation esclavagiste, il y aura l'oralité primordiale qui va être l'oralité amérindienne. Donc, on a toute une oraliture amérindienne, des contes amérindiens, qui d'ailleurs vont apparaître dans le corpus littéraire de l'oraliture de la plantation. Il y a toute une oralité amérindienne avec plein de contes, et dans ces contes amérindiens, il y a énormément de paniers. Et c'est là qu'on se rend compte que dans les contes amérindiens, les paniers sont de vrais sortilèges. Ce sont des sortilèges qui protègent des monstres, etc. Ce sont des choses dans lesquelles on peut naviguer, etc. etc. Et lorsqu'on regarde un petit peu l'imaginaire amérindien, on s'aperçoit que la vannerie, aujourd'hui on a l'impression que la vannerie c'est un truc folklorique, on fait des paniers, etc. Mais la vannerie avait une fonctionnalité symbolique, magique, sacrée, qui était très importante. Dans toutes les mythologies amérindiennes, l'art de la vannerie, les fibres d'aromant, la construction du panier et même les signes qui sont sur la vannerie amérindienne, ce sont des signes magiques qui sont transmis par des entités supérieures, des jaguars géants, etc., etc. Donc, véritablement, le panier amérindien, c'est un objet qui est entre le monde de maintenant, le monde visible, et le monde invisible, entre les hommes et les dieux, entre les forces terrestres et les forces supérieures. Donc, c'est véritablement pas rien. Et très souvent, dans les contes amérindiens, le sortilège protecteur que représente le panier est défaillant. Pourquoi? Pour 1000 raisons, peut-être parce qu'il est mal fait, parce que les signes qui sont posés là-dessus ne sont pas complets, peu importe. Ce qui fait que le compteur de jour, il devient un panier simplement parce qu'il devient un sortilège défaillant. C'est-à-dire que s'il avait parlé dans la nuit avec les flambeaux, le sortilège de la parole aurait été puissant et aurait été juste ce qu'il faut, c'est-à-dire aurait contesté l'ordre esclavagiste. S'il parle de jour, il n'y a plus de sortilège et il s'inscrit dans l'ordre esclavagiste et colonial et il ne produit rien de nouveau. Donc pour un créateur, ne rien produire de nouveau, c'est la damnation la plus terrible.